Bienvenue dans Entrepreneur Lambda, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs anonymes, passionnés et passionnants. Je suis Steven Pingon, modeste entrepreneur et accompagnant de start-up. Et vous pourrez me retrouver chaque mois avec un nouvel épisode. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Spotify, Apple Podcast ou Deezer pour être informé de l'arrivée de nouveaux épisodes. Et si vous désirez nous donner un coup de pouce, laissez-nous un petit commentaire et parlez-en autour de vous, cela nous aiderait énormément. Je reçois aujourd'hui Vincent Abar, fondateur de Vebo. Ingénieur devenu entrepreneur, Vincent vous fera découvrir son parcours varié, guidé par une chose, le respect de ses valeurs. Alors si vous perdez parfois foi en l'humain et en la vie économique, restez écouter cet épisode, plein de bonnes idées et d'espoir. Cet épisode est le premier d'une longue série, et qui dit première dit mise au point. Les plus audiophiles d'entre vous entendront quelques faiblesses d'un des micros. Promis, cela sera résolu pour le prochain épisode. Enfin, si vous désirez retrouver quelques astuces d'entrepreneurs, allez faire un tour sur notre site entrepreneurlambda.fr que je tâcherai de compléter au gré des épisodes. Bon épisode! Salut Vincent. Bonjour Steven. Je suis vraiment très heureux de pouvoir faire ce podcast avec toi. Tu l'inaugures d'ailleurs et je te remercie pour ta confiance. De rien, c'est un plaisir. J'espère que ça plaira aussi aux auditeurs. Ça, j'en suis certain. Avant de parler de ton projet, je te propose peut-être de te présenter toi en tant qu'homme. Eh bien, j'ai 49 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants bien grands maintenant. Toi, tu as grandi dans quel milieu social? Il y avait des entrepreneurs autour de toi? Oui, dans ma famille, il y avait plusieurs entreprises dans le domaine du commerce, avec un réseau de grossistes et de quincailleries, et aussi dans le travail du verre, la menuiserie alu, les fenêtres. J'ai connu donc plusieurs entrepreneurs dans ma famille. Je suis né un peu dans ce terreau-là. Et tu avais quelle image de toutes ces personnes qui entreprenaient autour de toi? Ça te donnait envie ou alors pas plus que ça? Alors jeune, ce que j'observais, c'est que c'était source de stress et très prenant. Donc j'avais des grandes personnes autour de moi qui étaient très concentrées, très sérieuses et souvent absentes. Donc l'entrepreneuriat, pour moi, c'était une affaire sérieuse, une affaire de grand qui n'est pas toujours joyeuse. Finalement, ça t'a pas découragé? Non, après c'est vrai que moi je suis venu à l'entrepreneuriat sur ma deuxième partie de vie professionnelle, plutôt attiré par un désir de liberté et de sens, et pas tellement par un désir d'être à la tête de quelque chose. Non, c'était plutôt pour me sentir très utile dans mon travail. Donc peut-être pas les mêmes moteurs que ce que j'avais pu observer par le passé. On y reviendra. Et gamin, tu avais une passion particulière? Eh bien, moi j'ai toujours beaucoup aimé bricoler, essayer, faire des choses de mes mains. Je pense que je suis un manuel. Et j'étais très curieux, donc je passais beaucoup de temps à observer, démonter. J'ai quelques souvenirs de démontage d'objets ou de jouets que je n'ai jamais vraiment su remonter. Donc j'avais des boîtes de pièces détachées issues de mes chantiers d'investigation. Donc voilà. Et puis j'ai fabriqué des choses dans mon coin à partir de moyens du bord. J'ai souvent fait avec ce qui reste ou fait avec des pièces détachées pas prévues pour aller ensemble. Oui, donc quand même une passion pour la technique qui ensuite t'a emmené dans ce domaine-là. C'est marrant que tu me parles de réparabilité parce que finalement, ça c'est quelque chose qui est important pour toi, que tu as gardé dans ton produit actuel. Tu nous en parleras après, mais c'est peut-être le produit le plus réparable du marché. C'est vrai que ça m'a suivi, en fait, le côté faire en sorte que ce soit simple, parce qu'on est entouré de produits qui ne sont pas faciles à démonter et encore moins à remonter une fois démontés. Donc voilà, une fois qu'on a touché du doigt ce problème, c'est vrai que je pense qu'on essaye de faire mieux que ce qu'on a pu voir, quoi. Et du coup, au moment de choisir tes études, comment tu as choisi, tu as décidé de faire quoi? Alors ça, c'est vrai que je me suis longtemps cherché pendant mes études. Au lycée, j'ai plusieurs fois changé de voie. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'aller dans le technique et ma famille m'a suivi tout de suite. Alors que c'était pas bien vu, ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Même les jeunes d'aujourd'hui, quand ils disent j'ai envie d'aller dans le technique, on vient leur donner l'impression que c'est une voie de garage. Et voilà, donc c'est complètement faux.
Donc là, je suis parti faire des études techniques dans l'électrotechnique et l'informatique industrielle. Et puis après, j'ai suivi jusqu'à décrocher un diplôme d'ingénieur. Et donc, une fois que tu as obtenu ce diplôme, donc tu es parti sur le marché du travail. Alors déjà là, tu as eu un côté assez entrepreneur, je crois. Alors c'est vrai que moi j'ai eu de la chance parce que j'ai fait mes études supérieures avec un binôme qui avait les pieds bien plus sur terre que moi. Et quand je suis sorti diplômé de ma promo, je cherchais, avec un diplôme d'ingénieur en poche, à forcément décrocher un poste d'ingénieur. Donc comme ce n'était pas d'une grande école, c'était moins facile que d'autres. Et j'étais donc confronté à des difficultés pour trouver un boulot. Et mon binôme avec qui j'avais fait une partie de mes études sup m'a proposé de le rejoindre dans la boîte dans laquelle il avait lui tout de suite démarré, qui me recrutait mais au niveau technicien en fait. Et donc j'ai suivi son conseil et j'ai bien fait parce que j'ai découvert plus tard, 2 ans plus tard, que certains s'étaient enfermés dans une forme de préjugé à l'idée d'accepter un job en dessous de leur niveau d'ingénieur et étaient toujours en recherche. Voilà, donc ça c'est une petite anecdote que je partage volontiers pour éclairer un peu le chemin des jeunes, ne pas avoir trop d'ego par rapport à son diplôme, puisque moi, en 6 mois, j'avais changé de boîte et j'avais un poste d'ingénieur. Donc c'était juste le premier job qui m'a permis de mettre sur mon CV une expérience que je n'avais pas. Et donc il ne faut pas hésiter, d'après moi, à suivre un chemin avec des rebonds. Il n'y a pas de problème à ça. Le pire étant d'avoir un CV qui reste vide avec le temps qui passe, quoi. Ouais, donc finalement, tu as appris à passer par la fenêtre quand la porte est fermée, quoi. Oui, alors il n'y avait pas de stratégie à ce moment-là. C'était juste un conseil appuyé de quelqu'un qui avait les pieds sur terre et qui m'a aidé, quoi. Donc ça, ce premier job, tu as fait 6 mois, 1 an là-bas, c'est ça? Oui, dans l'industrie. Alors c'était très riche. J'ai vu des choses incroyables. C'était très riche, mais il n'y avait pas beaucoup de débouchés. Donc au bout d'1 an, 1 an et demi, j'ai eu l'opportunité de changer de secteur d'activité, partir de l'industrie à l'informatique de gestion. À cette époque-là, dans les années 2000, il y avait pas mal de recrutement et donc on était reformé en fait. On pouvait changer un peu de bagage universitaire en se reformant à l'informatique de gestion. Donc j'ai fait ça et j'ai rejoint une banque puis une autre. Donc je suis passé de l'industrie à la finance pour avoir une meilleure rémunération et plus d'opportunités professionnelles. J'ai fait ça de rebond en rebond avec des postes de plus en plus complexes et avec de plus en plus de responsabilités jusqu'à gérer des très très gros projets. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé en décalage de valeur puisque je travaillais sur des projets pour le monde de la finance et avec ses aspects les plus sombres dans lesquels j'étais un rouage important parfois dans certains dispositifs. Et donc j'ai fini par atteindre ma limite en me disant non, c'est vraiment pas ça que je veux faire, je veux aller voir ailleurs. Qu'est-ce qui explique ce décalage entre tes valeurs? Parce que tu travaillais sur un domaine spécifique du bancaire. L'idée c'était d'optimiser les systèmes d'information pour obtenir de la défiscalisation, donc payer moins de charges, moins de taxes. Par exemple en installant des systèmes d'information dans des paradis fiscaux. Et en faisant en sorte que les flux financiers passent par ces paradis fiscaux pour masquer les résultats en fait. Donc ce genre de choses existait. Donc je travaillais sur des projets de recherche et de la mise en œuvre opérationnelle pour finalement optimiser les résultats de la banque dans laquelle je travaillais et de manière indue, quoi, par du démontage en fait. Voilà. Donc j'étais un maillon de ce qu'on observe, de ce qu'on entend régulièrement, qui est de mon point de vue malsain. En fait. Et un jour, tu t'es regardé dans la glace et tu t'es dit que ça te plaisait plus du tout, tout ça, quoi. C'était plus lent en fait, parce que j'ai mis 7 ans en fait avant de me rendre compte que c'était pas ce que je voulais faire et que certes, ça m'offrait des opportunités régulièrement de changer de boulot, et d'être mieux payé, d'avoir un travail technique de plus en plus intéressant. Mais je me retrouvais en malaise en fait et j'ai fini par m'en rendre compte parce que j'ai négocié un 80% parce que j'étais pas bien dans mon boulot et ça m'a permis de prendre du recul et de comprendre tout ça. Donc après j'ai complètement pivoté vers autre chose et voilà, c'était nécessaire à ce moment-là. Donc là tu quittes ce travail et tu réfléchis pour la première fois à te mettre à ton compte, à devenir indépendant et à créer quelque chose.
Oui, alors là, j'avais un projet d'auto-réhabilitation accompagnée. Donc ça, c'était en 2010. Donc aider les propriétaires de maisons à rénover, à réhabiliter leur maison, notamment par de l'isolation, en collectif, en s'entraidant, aidés par des artisans, en fait, sur la méthode et les bonnes pratiques. Voilà. Et donc, ça, c'était très intéressant pour moi, euh, mais je me suis fait un peu peur, là, puisque j'avais 2 enfants assez jeunes, et entreprendre dans un secteur d'activité qui n'avait rien à voir avec ma formation, bah, ça m'a fait peur. Donc, au moment de franchir le cap et de démissionner pour faire ça, finalement, je suis retourné sur un choix un peu plus raisonnable et je suis parti toujours dans l'informatique, dans le développement d'applications mobiles, smartphones, tablettes. C'était l'époque du premier iPad qui arrivait dans les entreprises pour développer des outils destinés au métier, en fait. Et donc, j'ai travaillé dans ce secteur-là pendant 4-5 ans dans une chouette PME de Roubaix. Et dans cette PME, j'ai développé toute une activité mobilité avec un volet de recherche et un volet très opérationnel de vente et de développement d'une solution sur mesure pour les entreprises. Donc ça, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Une belle expérience, mais je me suis retrouvé tout de même en décalage puisque j'aspirais à créer une activité dans laquelle les salariés auraient joué une part importante et j'étais très intéressé par les statuts coopératifs, par les SCOP, les SIC, à ce moment-là, et ce que je n'avais pas dans la boîte dans laquelle je travaillais. Donc SCOP, SIC, qui sont des statuts juridiques d'entreprise dédiés à la collaboration. Voilà, des sociétés coopératives qui appartiennent en partie aux salariés, et donc ça me séduisait, j'avais envie d'aller vers ça, ça faisait des années, puisque même du temps du projet d'auto-réhabilitation accompagnée, j'avais envie de le faire sous format SCOP. Et donc j'avais mis ça de côté par peur, et 5 ans plus tard, finalement, j'ai terminé ces activités autour du développement de technologies mobiles pour basculer cette fois dans la création d'entreprises et pas n'importe quoi comme entreprise, une entreprise coopérative avec d'autres, puisqu'on a été jusqu'à 65 associés dans cette aventure. Donc là, ça y est, c'est la première fois vraiment où tu te lances, tous les signaux sont au vert, tu as envie de faire parler tes valeurs, et donc tu as créé cette entreprise qui est une association, je crois. Alors c'est en statut coopératif, donc il y avait jusqu'à 65 associés. L'idée de cette entreprise coopérative, c'était en 2016 d'accélérer la transition du modèle économique et de le faire avec les citoyens, en fait. D'aller chercher les forces vives, les forces créatives chez les citoyens et d'accompagner les entrepreneurs dans le développement de leurs projets dans une logique d'entraide. Donc c'était un incubateur qui apportait de l'aide de citoyens pour les entrepreneurs. Donc on a fait ça, il y avait plein d'activités, donc là pour le coup ça a été très très riche en termes d'expérience, avec de très belles choses à faire et aussi des sujets qu'on n'aurait jamais dû aborder puisqu'on se diversifiait trop, on faisait trop de choses, il y avait un périmètre beaucoup trop large d'activités. Ça nous est arrivé de travailler pour les industries du luxe et le lendemain de déployer un potager urbain avec des personnes éloignées de l'emploi et le surlendemain de développer des solutions techniques et de faire du design de produits, etc. Tout ça, c'était dans la même boîte. En fait, la boîte, c'était avant tout un modèle social innovant dans lequel on pouvait s'épanouir et faire des tas d'activités différentes, mais c'était un peu trop riche et trop large. Mais ça m'a servi de leçon, ça a été très très chouette. Est-ce que tu peux donner peut-être 2 exemples de projets que tu traitais avec cette boîte? Alors on a fait du design de produits par exemple pour des entrepreneurs qui voulaient innover dans le domaine du jeu de société, donc avec des technologies sans contact. Donc on a travaillé là-dessus. On a aussi accompagné à la gouvernance partagée différentes structures. On a monté un potager urbain avec l'aide de la Fabrique de l'Emploi, une super entreprise de la métropole de Lille. Voilà, ça fait partie des quelques exemples sur lesquels on a pu travailler. Et on a mené aussi des gros programmes de collaboration et d'innovation en fédérant des acteurs du tissu économique de la métropole de Lille pour inventer des nouvelles choses. On a par exemple porté une belle étude pendant 2 ans sur
la datathermie. Donc l'idée était à l'époque de récupérer des matériels informatiques de data center qui arrivaient en fin de vie du point de vue du data center, mais qui avaient encore du potentiel de calcul, et de les réinstaller dans des logements sociaux pour préchauffer l'eau en avance de la chaudière du bâtiment en fait. Donc c'était un mélange de réemploi, d'économie circulaire, de calcul de data science et d'insertion professionnelle, puisqu'on utilisait cette opportunité pour créer de l'emploi et développer des compétences. Et donc vous étiez 65 associés, c'est ça? Alors on a été jusqu'à 65, c'était fluctuant, les entrées-sorties étaient faciles, donc on pouvait avoir un panel de talents. Les associés étaient appelés des talents, puisqu'ils venaient avec des savoir-faire et une posture singulière qui était très sympa. Voilà, donc on a été jusqu'à 65 avec aussi un apprentissage de ce qu'est la coopération, la collaboration, y compris jusqu'au point de vue de la gestion d'une entreprise qui se voulait rentable et pérenne. Mais finalement, ça devait être extrêmement compliqué à gérer parce que, si je comprends bien, il y avait plus d'une soixantaine de personnes à gérer, à travailler dans des domaines qui étaient extrêmement variés, sur des produits qui étaient systématiquement innovants. Et toi, tu étais un peu le chef d'orchestre de tout ça? Oui, donc je faisais partie d'un petit groupe qu'on appelait les bâtisseurs, qui portait le développement économique de la structure. Donc on avait en charge le montage de projets avec les clients, la signature des projets, la gestion des projets et l'encadrement des talents quand il y en avait besoin. Et c'est vrai que c'était très riche humainement, puisque c'était couplé aussi à une volonté de gouvernance partagée, de sociocratie, mais toujours nouveau, puisqu'on ne vendait pas deux fois la même chose, on recommençait toujours à faire du sur-mesure, donc ça s'est révélé physiquement éprouvant, humainement très très riche, mais vraiment on faisait des semaines de 60 heures, et c'était peu lucratif, puisque certains projets étaient très lucratifs, mais ils compensaient des projets qui étaient limite en perte. Donc voilà, c'était pas une réussite économique, mais c'était vraiment une très belle expérience humaine. Donc moi, ça m'a poussé jusqu'à faire un burn-out en 2019. Donc après, j'ai passé le relais de la coopérative à d'autres qui ont pris la présidence de l'entreprise, et j'ai réduit mon activité pour me soigner un peu, prendre soin de moi et lever le pied. Donc je garde un très bon souvenir de cette époque, et aussi des indicateurs qui me permettent d'être vigilant quant à mon investissement personnel dans les projets dans lesquels je m'inscris, pour ne pas me retrouver à franchir une limite physique et mentale en fait. Voilà. Donc ça a été une expérience très riche, qui s'est terminée avec un problème de santé qui maintenant est largement derrière moi. Et qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi, mon fonctionnement, notamment mon fonctionnement de militant engagé, et la prudence qu'il faut aussi avoir, et le soin qu'il faut prendre. Il faut prendre soin de soi aussi quand on s'engage. Donc tu es comme une start-up, tu as tes propres indicateurs pour vérifier que tout va bien et que tu vas dans la bonne direction. Alors c'est assez intuitif, je me fais pas un petit tableau de bord chaque semaine pour dire tiens Vincent, comment vas-tu? Peut-être que ça marcherait, j'ai jamais pensé, mais en tout cas c'est assez intuitif, notamment du point de vue de la fatigue, du rythme de sommeil, de l'hygiène de vie. Il y a des choses que je faisais à l'époque que je ne fais plus maintenant, où je suis beaucoup plus prudent. Quand je t'écoute, je vois que finalement cette première création d'entreprise, déjà tu l'as fait de manière atypique pour respecter tes valeurs, pour respecter tes envies. J'ai pas l'impression que financièrement il y a eu un très bon rapport finalement à faire tout ça. Tu confirmes? Non, en fait, oui, au mieux j'ai dû gagner 1 900 € net par mois pour 60 heures de travail, très engagé, avec une charge mentale permanente. Donc non, on fait pas ça, je n'ai pas fait ça à l'époque pour devenir riche, c'est sûr. Et la question que je me pose derrière tout ça, c'est finalement quand on écoute beaucoup d'entrepreneurs, et là t'en fais partie, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pas la chose la plus opposée à la liberté, quand on se rend compte vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur, contrairement à ce qu'on peut penser de prime abord, l'entrepreneur qui est libre de ses choix, qui a une liberté financière, etc. Finalement, c'est tout autre, et un entrepreneur est quelqu'un de très peu libre. C'est quoi ta lecture de ça? C'est vrai que c'est une bonne question. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on choisit, je vais parler pour moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat pour me sentir utile
et pouvoir me dire chaque jour, j'ai contribué à quelque chose qui fait avancer la société, en fait. Ça peut paraître prétentieux, mais moi, j'ai envie d'être utile. Et, et donc, modestement, ou peut-être moins modestement, j'ai envie de peser dans la transition nécessaire de notre système économique par du développement de produits ou de services, peu importe, me sentir utile. Et pour y arriver, en fait, il faut changer les codes, il faut bouleverser un peu les codes, il ne faut pas reproduire ce qui a été fait, puisqu'on voit que ça nous a mené dans une forme d'impasse. Donc il faut prendre des risques, en fait. Et donc là, cette première expérience, elle a été très très risquée, jusqu'à risquer pour ma santé. Mais elle m'a doté de compétences certaines et aussi d'une forme d'éveil sur ce qu'il fallait faire et pas faire. Donc l'expérience de l'entreprise que j'ai créée ensuite est beaucoup plus robuste, en fait, m'a permis de construire quelque chose de beaucoup plus robuste et sain et durable, en évitant justement tous les écueils que j'avais rencontrés pendant la première expérience. Donc pour revenir sur ta question de la liberté, je pense que souvent l'entrepreneuriat, surtout chez les entrepreneurs militants, est associé un peu à une forme de précarité, en fait. Sortir de cette précarité pour avoir un confort et un équilibre de vie, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'efforts. Et donc on peut se retrouver coincé, on peut se retrouver obligé à continuer à avancer, à ne pas prendre de pause. Donc oui, c'est pas simple, en fait. Après, il y a multiples formes d'entrepreneuriat, plus ou moins risquées, mais pour ma part, moi j'ai souhaité entreprendre à la marge, en fait, et en tout cas la marge qui fait bouger les lignes. Et cette marge-là, elle porte en elle beaucoup de risques. Et tu as entrepris avec une femme, des enfants, un foyer. Comment tu as su trouver un équilibre au milieu de tout ça? Bah, je pense que j'ai pas su. Honnêtement, j'ai pas su trouver un équilibre sain, en tout cas. Moi, je me sentais vraiment appelé à être utile et c'était un désir très profond. Et donc, j'ai fait des choix pour accomplir un peu comme un devoir que je ressentais. Enfin, je devais faire ça. Après, pour ma famille, c'était l'époque où je travaillais dans la finance avec des gros salaires sur des projets malsains. C'était beaucoup plus confortable puisque je gagnais plus d'argent, j'avais nettement moins d'heures de travail par semaine et beaucoup, beaucoup plus de congés. Donc en fait, c'est pas un choix confortable du tout pour ma famille que d'être un entrepreneur militant qui veut aider le système à changer, en fait. Voilà, c'est une forme de sacerdoce, on va dire. Et donc j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient, mais qui me soutient tout de même en prenant sa part, parce que cette précarité que j'ai subie un temps, ils l'ont subie aussi, en fait. Et donc, après cette phase de difficulté, je suppose que finalement, tu es allé prendre un job en CDI, de quoi retrouver un peu de confort. Bien entendu, c'est ce que tu as fait. Bah non, j'ai pas fait ça. Alors suite au burn-out, j'ai pu rester un moment en mi-temps thérapeutique pour me remettre. Donc je continuais à travailler pour la coopérative que j'avais cofondée à temps partiel. Je m'occupais de l'administratif, de la comptabilité, des flux financiers, mais plus de la direction et plus du commerce. Et voilà, donc ça m'a permis un peu de prendre de la hauteur, de prendre soin de moi. Ensuite est revenue l'envie d'entreprendre et d'entreprendre beaucoup plus simplement que ce que j'avais fait avec la coopérative, en choisissant un cheval de bataille et pas 50, et en travaillant en petit effectif et pas avec 65 personnes à coordonner d'horizons très divers. Voilà. Et donc j'ai commencé à travailler sur un projet. Je m'étais aussi rendu compte qu'en étant un manuel dans l'âme, j'avais laissé ça de côté depuis plusieurs années et que ça contribuait, enfin, faire appel à mes mains pour fabriquer des choses, aider à me sentir bien, en fait. J'avais ce besoin-là.
Et donc j'ai imaginé un produit, toujours un peu dans un mode collaboratif, collectif, puisque c'est comme ça que je suis construit, donc avec de l'aide de pas mal de monde. J'ai fait un petit bilan il y a quelques temps, il y a 25 personnes à peu près qui ont joué un rôle clé dans le développement du produit sur lequel nous avons finalement travaillé de 2020 à 2024, donc en pointillé, à temps très partiel au départ, puis de plus en plus en suivant une méthode design pour éviter toute forme d'erreur. Et donc ça a pris de l'ampleur, ça s'est révélé très prometteur, ça s'est révélé efficace. Et donc de fil en aiguille, c'est devenu une entreprise en fait. Mais non, je ne suis pas repassé par un salariat pépère pour me refaire. J'ai enchaîné avec un deuxième projet entrepreneurial, mais avec tout le bagage de cette première expérience difficile. En fait. On va revenir sur tout le parcours justement de Vebo, parce que le projet dont on parle, c'est bien Vebo. Est-ce que tu peux nous pitcher Vebo ? Oui, alors dans le cadre de cette entreprise, en fait, on développe un produit qui est un petit boîtier qui transforme un vélo traditionnel en vélo électrique en 1 seconde. Donc ce petit boîtier se clipse sur la roue avant du vélo et vient motoriser la roue avant. Donc c'est un projet éco-conçu avec pas mal de matières premières issues du réemploi, une intelligence embarquée qui permet de s'affranchir de capteurs déportés. Bref, c'est très simple à installer sur quasiment tous les vélos du marché et ça évite le gâchis. Ça évite le gâchis du vélo. On n'a pas besoin de le remplacer par un vélo électrique, on vient lui rajouter juste ce qu'il manque. Et c'est extrêmement durable et réparable par l'utilisateur lui-même. Ça s'inscrit vraiment dans la transition, c'est-à-dire un produit réduit à sa plus simple expression. Il n'y a pas de gadget, il n'y a vraiment que l'essentiel qui est très solide et qui se répare très facilement et qui peut durer très très longtemps et qui en plus se prête puisqu'on peut installer un seul boîtier sur plein de vélos différents. Donc ça c'est le produit, mais dans l'entreprise Vebo, il n'y a pas qu'une innovation produit, il y a aussi de l'innovation au niveau des moyens de production. Donc on a construit notre modèle économique et notre produit pour qu'il soit facile d'assembler les boîtiers un peu partout dans les territoires à proximité des consommateurs, donc c'est ce qu'on appelle la fabrication distribuée. Et on fonctionne aussi avec un tissu d'acteurs de l'économie sociale et solidaire pour la distribution des boîtiers. Avec les ateliers vélo solidaires, voilà, on fonctionne main dans la main pour permettre à nos clients d'apporter leur vieux vélo et de faire installer dessus le petit support qui permet ensuite de clipser le Vebo. Voilà. Donc il y a de l'innovation produit, mais aussi une innovation au niveau des modèles de fabrication et des modèles de distribution. Donc Vebo, finalement, ça fonctionne comme le Solex qui existait il y a une 50aine d'années, c'est ça ? Oui, à peu près ça, en version électrique et en version amovible. Et beaucoup plus léger aussi. À l'époque, le Solex, c'était une dizaine de kilos en déséquilibre sur la roue avant. Là, nous, c'est 3 kilos en équilibre sur la roue avant, donc il n'y a pas du tout de gêne. On peut lâcher les mains, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est le même principe, un moteur galet qui est en pression sur le pneu de la roue avant et qui entraîne la roue avant. T'as une concurrence sur ce genre de produit qui existe déjà sur le marché ou qui arrive ? Alors, il y a 4-5 concurrents ailleurs dans le monde. Nous, on s'en sort très très bien de par la durabilité, la simplicité, le coût aussi, enfin le prix d'achat et le comportement aussi dans les différentes conditions, notamment sous la pluie. Voilà, on s'en sort bien. Je mettrai de toute façon un lien vers le site Vebo pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'est Vebo et la qualité du produit. Donc Vebo en tant que produit est un produit innovant de par son architecture, comment il se fixe sur le vélo, etc. Mais tu n'as pas pu t'empêcher d'aller innover sur d'autres aspects, et notamment sur l'aspect production, sur l'aspect commercialisation, etc. Tu as repris ton expérience passée, que tu as un peu rappliquée sur ce produit-là en remettant tout à plat. Hein. Oui, on avait à cœur que ce développement industriel d'un produit dans les Hauts-de-France profite aussi à la création d'emplois et notamment à la création d'emplois pour les plus fragiles, les personnes éloignées de l'emploi. Donc on a développé notre produit pour qu'il soit facile à assembler par des non-experts
et pour que l'on puisse l'assembler à proximité des consommateurs un peu partout en France dans une logique de formation et voire d'insertion professionnelle. Voilà, donc ça a été conçu comme ça pour servir d'outil de formation. Donc ça veut dire que si j'achète par exemple Vebo à Lille ou à Marseille, pas loin de chez moi, il y aura une petite usine avec des personnes éloignées de l'emploi qui auront assemblé mon Vebo lors de ma commande ou juste avant. C'est ça le principe? Oui, alors à court terme, non, puisque comme toute entreprise qui démarre, on cherche à simplifier les choses au maximum. Et donc au démarrage, tout est assemblé dans les Hauts-de-France, à Roubaix. Mais au fur et à mesure des développements, ce qu'on cherche à faire, c'est à installer des unités d'assemblage un peu partout, des manufactures distribuées, pour créer l'emploi à proximité des consommateurs, développer une compétence de SAV, d'entretien, et aussi se saisir des déchets locaux. Pourquoi je précise ça? Parce qu'en fait, notre produit est en partie composé de matières premières de réemploi, et que c'est stupide de dire je vais prendre ces matières à Marseille pour les faire remonter à Lille, pour ensuite vendre à un client marseillais. Donc si on assemble à proximité, on peut aussi finir l'assemblage avec les matières de réemploi locales. Là, il y a des joints, des flancs en aluminium composite. En fait, ce sont des chutes de production d'entreprises qui existent un peu partout en France. Voilà, il y a du caoutchouc aussi, il y a différentes matières premières dont on peut se saisir localement. Et je crois que vous êtes en train de monter un partenariat avec une autre start-up française qui s'appelle Voltaire concernant la batterie, c'est bien ça? Oui, alors on a une batterie éco-conçue en France, fabriquée pour nous sur mesure par rapport à nos besoins et qui a un bilan écologique formidable à la création et qui est consignée dans le cadre de l'usage Vebo. Voilà, donc c'est un partenariat fort que l'on a monté avec eux il y a déjà plusieurs mois et qui porte ses fruits. Là, on est tout de suite allé dans la discussion de l'ensemble du projet et de l'entreprise qu'elle est maintenant. Mais au départ, il y a une idée, une phase d'idéation. T'es parti de quoi pour te lancer là-dedans? Donc au départ, ce qui m'a mis en route, c'était l'envie de ne pas gâcher en fait. J'étais assez surpris, voire un peu révolté, qu'on puisse avoir dans son garage un vélo et le jeter pour acheter un vélo électrique. Alors que finalement, quand on regarde en détail, entre un vélo traditionnel et un vélo électrique, il y a quelques composants en plus et il y a moyen de faire quelque chose. Donc l'idée, c'était vraiment de ne pas gâcher et d'ajouter que ce qui manquait. Simplement, dans le monde de l'entrepreneuriat, on croise souvent des entrepreneurs qui ont une idée le matin au réveil, qui vont se passionner pour cette idée, créer le produit dans leur garage pendant des mois, des années, et à la fin se casser les dents parce que ça correspond à aucun besoin réel, aucun marché réel. Et donc avec le fruit de l'expérience de mes différents métiers et notamment d'avoir accompagné des entrepreneurs, j'avais pu prendre conscience de ce risque dans l'entrepreneuriat et donc on n'a pas du tout fait ça. On a commencé par faire une belle étude de marché en vantant les mérites d'un produit qui n'existait pas mais avec des médias, de l'animation qui permettait de raconter une histoire en mettant les gens en situation sans pour autant avoir développé le produit. Et c'est uniquement parce qu'on a eu des très beaux résultats sur cette étude de marché assez vivante, mais basée sur un rêve raconté, qu'on a ensuite lancé le développement de prototypes pour vérifier que ce qu'on avait proposé à des clients était vraiment faisable. Voilà, donc dans un deuxième temps, on a entrepris un travail technologique, mais dans un premier temps, c'était uniquement sur la base d'une histoire qu'on racontait aux clients. Donc ça, c'est le premier apprentissage que tu as retenu de ton expérience précédente, c'est ne pas se ruer sur la technique, même si toi t'en rêvais en tant qu'ingénieur de vite aller concrétiser cette première idée, et finalement se rendre compte qu'on peut facilement expliquer une innovation avec du papier, donc à un coût quasi nul, et vérifier que le marché en veut, quoi. Oui. Alors ça il fallait se faire violence parce que c'était passionnant comme sujet. J'avais vraiment envie de sortir mon fer à souder, de commencer à assembler des composants, etc., etc. Donc on ne l'a pas fait et on a travaillé sur ces études. Alors après ça demande quand même un effort, hein, une étude de ce genre avec du motion design, avec des bandes son, avec de la vidéo, avec des sondages interactifs. Tout ça c'était un effort. C'était complexe, mais les résultats étaient très riches et on avait essayé de limiter au maximum les biais
dans l'enquête pour avoir des résultats exploitables. Et on a eu plus de 650 personnes interrogées et des résultats extrêmement qualitatifs qui permettaient une vraie projection de nos résultats, de nos ventes. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi, en tant qu'accompagnant, je me rends compte, tous les profils techniques qui se lancent ou de manière plus large, tous les profils passionnés par le produit, tombent dans cette erreur-là. Et le problème, c'est que ça nous emmène souvent loin en termes de dépenses financières, en termes de consommation de temps, d'énergie. Et certains même n'arrivent jamais à sortir de la phase de développement produit, tant ils deviennent obsédés par leur produit, sans même penser que la première chose à faire, c'est bien d'aller vérifier que le client veut de notre innovation. Même de manière plus large, se dire qu'il faut aller co-construire avec ce potentiel futur client, avant même de s'embêter à nous-mêmes construire, d'essayer de deviner ce qu'il veut. C'est là qu'on voit de toute façon tout l'intérêt de l'expérience dans ton parcours, puisque toi tu es arrivé naturellement à ça, parce que tu t'es pris les murs avant. Oui, bah ça c'est vrai que moi j'ai rencontré et croisé la route de beaucoup d'entrepreneurs qui avaient souffert en fait, qui avaient souffert de s'être engagés tête baissée dans leurs défis techniques. Et ça marque quand on discute avec quelqu'un qui a laissé des pots cassés ou qui a même perdu son couple, etc., en travaillant comme un fou sur un produit qui intéresse personne, on s'en souvient en fait. Donc ces retours d'expérience-là, je pense qu'ils valent la peine d'être partagés parce que c'est un piège dans lequel pratiquement tous les technophiles tombent quand ils veulent entreprendre. Il y a un autre piège lié dont tu me parlais, c'est les notions de veille aussi, qui est souvent le parent pauvre de l'entrepreneuriat. Oui, on croise souvent des innovateurs dans l'âme qui nous disent, nous font la confidence de leur idée géniale et leur envie d'entreprendre pour développer un produit ou un service. Et en fait, quand on creuse le sujet, quand on prend le temps de faire de la veille, souvent l'idée géniale qu'on a eue le matin, d'autres l'ont eue bien avant nous, et parfois même des dizaines de personnes, et parfois même il y a des dizaines d'années en fait. Et donc je pense que quand on entreprend, il faut être humble et il faut faire de la veille pour se rendre compte de ce qui a déjà pu être fait par d'autres et ne pas partir d'une feuille blanche et au contraire profiter de l'expérience des autres. Si une belle idée, si l'idée que j'ai eue ce matin a été entreprise il y a déjà 15 ans et qu'on n'en parle pas aujourd'hui, c'est révélateur. Ça signifie peut-être que ça n'a pas d'intérêt. Ou peut-être que c'est arrivé juste trop tôt et que le marché n'était pas prêt. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et ce développement technique qui peut avoir plus de 15 ans d'âge, quels étaient les résultats techniques? Est-ce qu'il y a moyen de réutiliser? Est-ce que je ne peux pas contacter la personne, etc. Donc de faire dans une logique de coopération, collaboration avec les innovateurs du passé. Voilà, et on monte sur leurs épaules plutôt que de se croire plus fort que les autres. En fait, on fait avec ce qui a déjà été fait. C'est un peu la logique de l'humanité finalement. On travaille ensemble pour faire mieux de génération en génération, quoi. Et là, sur l'innovation et l'entrepreneuriat, on n'est pas différent. Donc moi, j'invite vraiment n'importe quel entrepreneur qui innove à faire un travail de veille conséquent pour essayer de trouver tout ce qui peut nourrir son projet et ne pas avoir peur de découvrir que ça a déjà été fait 3 fois, parce qu'il y aura des enseignements à tirer. Mais c'est là qu'intervient la notion de regard extérieur aussi. Parfois, c'est pas évident sans regard extérieur d'arriver à se faire violence comme tu viens de le décrire. Toi, où est-ce que tu as trouvé ce regard extérieur-là? Ou est-ce que tu en as eu besoin? Ou alors finalement, est-ce que ton expérience passée a suffi à te donner l'énergie de te faire violence comme ça? Je pense qu'il y a c'est beaucoup une question de posture, où il faut accepter d'être remis en question, il faut écouter les avis, mais il faut quand même tenir bon, tenir le cap. Donc, il ne faut pas abandonner à la première objection, évidemment, mais par contre, il faut être bien à l'écoute. Donc, c'est l'entrepreneur qui, à mon sens, a de plus de chances de réussir. C'est un entrepreneur qui, à la fois pugnace, ne va pas lâcher l'affaire, mais est très à l'écoute, laisse parler les gens et se nourrit de ce que les gens peuvent lui dire sur leur usage personnel de ce qui ferait du produit, sur les critiques qu'ils peuvent faire, etc. Tout ça, c'est bon à prendre en fait, parce que la parole publique, la parole du public, la parole de la foule, c'est celle qu'il faut collecter pour être sûr d'arriver sur le marché avec un produit qui répond vraiment à un besoin. En fait. Voilà, donc je pense qu'il faut accepter d'être bousculé
Pour autant, ne faut pas devenir une girouette qui change d'avis après chaque rencontre. Au contraire, il faut savoir garder le cap. Donc c'est un mélange entre pugnacité et gourmandise de la rencontre de l'autre. Et à développer une belle écoute. Donc après quelques mois de travail, le marché et la concurrence vous disaient d'aller plus loin, et donc vous êtes passé au prototype. Oui, donc une fois qu'on avait confirmé que c'était viable, il fallait qu'on vérifie que c'était faisable. Et donc on a fait des prototypes pour démontrer que le rêve que l'on avait vendu à nos prospects, on pouvait l'atteindre. Et pour le faire de manière frugale, en fait, on n'a pas lancé un développement lourd, électronique, informatique, mécanique. On a assemblé des pièces disponibles sur étagère, souvent en open source. Donc on a acheté du matériel électronique qu'on est venu reprogrammer en les assemblant dans un boîtier imprimé en 3D. Donc avec quelques milliers d'euros de prototypes successifs, on a pu confirmer que notre concept marchait. Donc on avait la confirmation de la viabilité du marché et la confirmation de la faisabilité technique. Et tu m'expliquais, pour le prototype, tu as encore une fois prouvé que tu n'avais pas peur des risques, même des risques pour ta vie, pour ton intégrité physique. Vous avez prototypé Vebo d'une manière très particulière. Bon là, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai mis ma vie en danger, mais j'ai des souvenirs et c'était très amusant. C'est qu'au tout départ, comme il était question de vérifier qu'on était bien capable d'entraîner un vélo avec un moteur galet électrique sur la roue avant, le reste, l'intelligence embarquée, tout ça viendrait bien plus tard. Eh bien, on a monté avec de l'impression 3D un moteur sur la roue avant d'un de mes vélos. Et pour la commande, comme il n'y avait aucune commande manuelle, que tout devait être automatique, pour ressentir cet automatisme, en fait, on a juste mis un pilotage radiofréquence avec une télécommande utilisée dans le modélisme. Et les premiers tours de roue ont été faits dans une rue avec moi sur le vélo en train de pédaler et Nicolas, un copain contributeur sur le projet, et sa télécommande d'avion qui mettait plus ou moins de gaz pour actionner plus ou moins le moteur. Donc on avait remplacé une intelligence digitale par une intelligence humaine, et lui, à distance, en me regardant faire, il mettait plus ou moins d'énergie dans le moteur électrique pour que je puisse confirmer que ça fonctionnait bien et que c'était sympa en termes de sensation et d'efficacité. Voilà. Donc ça, c'était du très, très, très low-tech. Voilà, des anecdotes comme ça, il y en a tout plein, hein, pour à chaque fois trouver des ruses pour dire comment on peut arriver à valider ça rapidement, à moindre coût. Étape après étape, on a suivi cette même démarche de prototypage rapide et bas coût, en fait. Derrière Vebo, c'est aussi un produit industriel, un produit hardware. On sait que malheureusement, l'Europe est de moins en moins industrialisée. On sait aussi que les produits de la mobilité sont majoritairement faits en Asie, même plus particulièrement en Chine. Comment tu as vécu et comment tu vis encore cette partie, ce combat pour industrialiser en Europe? Est-ce un combat? Est-ce que c'est simple finalement? Comment tu as vécu tout ça? Tout d'abord, moi j'avais ce parcours d'entrepreneur, mais je n'avais pas le bagage de l'industrialisation de produits. Je ne savais pas, je ne connaissais pas les difficultés spécifiques liées à ça, la relation aux industriels, aux bureaux d'études, etc. Donc c'est vraiment l'incubation au sein du pôle de compétitivité Transalé qui a été pour moi très très précieuse pour comprendre dans quoi je mettais les pieds. Et ensuite, nous, au sein de l'équipe Vebo, on avait vraiment envie de créer de la richesse et de l'emploi sur le territoire par notre activité. Et donc, on voulait que tous nos fournisseurs, finalement, soient dans un mouchoir de poche, en fait. Voilà. Donc, on a cherché des industriels capables de faire les pièces détachées de notre Vebo en ayant une logique de proximité. Voilà. Donc, on a presque réussi ce défi, puisque l'essentiel de nos fournisseurs sont basés dans les Hauts-de-France, ou en Belgique, juste derrière la frontière. Et il y a une exception avec Voltaire, que tu citais tout à l'heure, qui fabrique nos batteries lithium pour le Vebo, et une exception avec pour le moteur, en fait, qui est la seule pièce qu'on n'a pas réussi à trouver à proximité, ni même en Europe éloignée.
Voilà, donc le moteur vient d'Asie. C'était le seul moyen de trouver exactement ce qu'on cherchait. Alors il y avait l'équation prix, bien sûr, il ne fallait pas qu'il coûte trop cher, mais pas que ça, c'était tout simplement une entreprise capable de nous fabriquer un petit volume de moteurs. Pour quelques milliers de pièces par an, c'était pas faisable en France avec notre procédé d'entraînement par galet. Donc moi je dirais qu'avec le recul, c'est épatant parce qu'on a quand même réussi à trouver tous nos fournisseurs industriels en France ou en Belgique à proximité de la métropole de Lille, là où on est basé. Il y a juste une exception. Peut-être que dans quelques années, avec les volumes de vente de Webaud, on se dira qu'on ira voir un industriel, fabricant de moteurs, pour réindustrialiser notre production chez lui. Voilà. Pour l'instant, c'est de l'import. Donc je dirais que c'est possible de faire. Même notre électronique est faite du côté de Lens. Et donc à la fois le bureau d'études, mais aussi le montage de nos circuits. Donc il y a possibilité de faire. Après, c'est peut-être aussi parce qu'on a opté pour une éco-conception du produit et une grande simplicité. Donc on a peu de pièces détachées et peu de pièces complexes. Voilà, c'est peut-être aussi un moyen de dire, puisque nos pièces ne sont pas trop complexes, on trouve l'outil industriel encore autour de nous, et donc on peut industrialiser notre produit en France. Et tout ce travail a payé, puisque je crois que finalement, malgré le produit qui est fait quasiment complètement en France, qui s'appuie donc sur des ressources qui sont pérennes, sur une production qui est locale, respectueuse, etc., vous êtes aligné au marché en termes de tarifs? Oui, on est en pré-vente sur le site de Webaud à 470 € TTC avec le chargeur, le support et le boîtier. Et donc par rapport à la concurrence, qui pourtant, pour certains, sont fabriqués en Asie, on est tout à fait dans les bons prix, voire le moins cher. Donc il y a encore espoir pour notre industrie à condition de faire les choses un petit peu différemment. Oui, après, c'est pas une expérience transversale où je peux affirmer ça, mais j'ai l'impression qu'avoir opté pour une éco-conception, un développement simple, sans fioritures, avec des pièces détachées, simples et communes, permet encore de tout fabriquer dans un mouchoir de poche, en fait. Je vous mettrai les liens également vers la prévente. Ce podcast n'est pas une pub pour Webaud, mais néanmoins, pour ceux qui seraient intéressés, que vous puissiez éventuellement aller précommander Webaud qui arrive en fin d'année. Tu as abordé le sujet très rapidement. Qui dit entrepreneur innovant, start-up, dit souvent accompagnement et incubateur. Je crois que toi, tu es passé par un incubateur. On ne va pas le cacher, c'est là qu'on s'est rencontrés parce que j'ai eu la chance de vous accompagner, toute l'équipe Webaud, pendant quelques mois. Comment finalement t'en es arrivé déjà au fait de te dire j'ai besoin d'un incubateur, toi qui as beaucoup d'expérience, et ensuite comment tu as fait le choix de cet incubateur? Alors, en fait, je fréquentais à l'époque où j'étais le président de la coopérative Rhizome dont on parlait tout à l'heure. J'ai fréquenté plusieurs incubateurs en tant que prestataire pour les personnes incubées, donc pour les entrepreneurs. Donc j'avais déjà eu des liens avec les différents incubateurs de la métropole européenne de Lille. Je voyais un peu comment ils fonctionnaient. Donc ça a donné envie de frapper à la porte d'eux. Et j'ai commencé par un gros incubateur travaillant sur des projets technologiques au cœur de la métropole de Lille. Et donc j'ai appris pas mal de choses, notamment sur le volet développement études de marché, etc. Mais je n'avais pas réussi à trouver les compétences que je cherchais, l'aide que je cherchais sur l'industrialisation de produits. Parce que c'est très particulier, c'est un cycle de vie long. Ça nécessite de l'investissement, ça nécessite un beau réseau de contacts, etc. Et c'est un peu plus tard que j'ai découvert que Transalé existait et que j'ai eu la chance donc de pouvoir déposer une candidature pour embarquer dans l'incubateur et d'être retenu. Et je ne le regrette pas parce que le fonctionnement de l'incubateur Transalé est très particulier. À la fois l'équipe en place, donc notamment toi Steven, tu as une véritable expérience de la mise sur le marché d'un produit puisque tu l'as vécu toi-même et ça fait une sacrée différence. Et ensuite, sur la dimension industrialisation, c'est tout un cycle de vie des process qui sont singuliers et donc il faut avoir conscience qu'on met le doigt dans quelque chose de long, parfois lent,
parfois très coûteux, et qui ne s'improvisent pas en fait. Donc là, c'était très pro. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est qu'à des moments clés, pour franchir une étape, on avait besoin d'être accompagné par des experts sur des tâches opérationnelles très concrètes. Par exemple, un design produit, une étude de résistance de matériaux, ce genre de choses. Et que dans le cadre de l'incubateur, vous mettiez à disposition ces ressources et que c'était pris en charge par l'incubateur. Et ça fait une sacrée différence parce qu'à un moment où l'on se pose des questions sur les orientations du projet, si tout est bloqué par un point, et bien là, ça se débloque immédiatement. Il n'y a pas besoin de faire 50 devis auprès de X bureaux d'études pour des montants colossaux. En quelques jours, c'est réglé en interne, au sein de l'incubateur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'unique, enfin en tout cas, à ma connaissance, d'assez unique, qui fait une sacrée différence, qui permet à la fois d'en ressortir avec une expérience transmise de l'entrepreneuriat dans l'univers du développement produit, mais aussi de se faire sauter les blocages très rapidement parce qu'il y a déjà une équipe en interne qui sait faire le boulot et qui le fait très vite. Voilà. Et donc on fait l'économie de solliciter X autres entreprises. Donc ça, c'était très très riche. Pour synthétiser ce que tu viens de dire, finalement, ce que tu as cherché dans cet incubateur est l'hyperspécialisation sur ta thématique qu'on va résumer comme la start-up industrielle et mobilité. Voilà, c'est ça. Moi, je venais de l'entrepreneuriat qui vendait du service avant tout. Et se dire, je vais demain vendre à des clients un produit qu'en plus on aura développé nous en interne, c'est un autre métier. Et donc, changer de métier, ça ne m'a pas fait peur par le passé, là non plus. Mais c'est complètement utopique de dire que je vais essuyer les plâtres et que je vais apprendre sur le tas. Il faut forcément se faire aider. Et donc là, c'était l'endroit idéal pour nous, puisqu'on avait cette formation à l'entrepreneuriat produit, dans des démarches d'industrialisation, avec sollicitation d'experts. Enfin, aujourd'hui, Vebo n'existerait pas si on n'était pas passé par Transalé, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui, j'aurais pris beaucoup de temps, beaucoup de retard, j'aurais probablement pas été crédible avec mes prototypes face aux financeurs, et donc on n'aurait pas pu créer l'entreprise. Et là, aujourd'hui, on a 6 salariés dans l'entreprise. En fait, c'est entre autres grâce à l'incubateur Transalé que ça a été possible, en fait. Honnêtement, moi, j'aurais probablement lâché l'affaire à un moment pour retourner dans le salariat si j'avais pas eu cet accompagnement-là. C'est très sympa de dire ça, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier d'accompagnant d'entreprise, c'est pour entendre à terme des belles réussites comme celle que tu es en train de construire avec Vebo. Là, entre le moment où tu as eu l'idée de Vebo, où tu as construit une première équipe, où tu es arrivé au prototype qui t'a fait dire « ça y est, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on crée la boîte », il s'est passé combien de temps ? Alors, c'est 3 ans, sachant qu'au début, j'étais à temps partiel, très partiel, hein, c'était un peu le projet parallèle, voilà, et jusqu'au bout. Sur les 6 derniers mois, pour moi, il était absolument indispensable de créer en collectif. Et donc, j'ai cherché aussi des associés pour ne pas créer seul. Ça a été tout un travail très précieux. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir créé avec 3 autres cofondateurs qui portent toute une partie forte des responsabilités de l'entreprise. Donc, je ne suis pas du tout un entrepreneur solitaire. Et en plus, on a aussi des associés qui sont moins opérationnels, mais qui sont venus nous aider en apportant des financements. Donc là, aujourd'hui, on est 9 associés, dont 4 font partie des salariés de l'entreprise. Alors justement, cette recherche d'associés, c'est souvent le gros problème des entrepreneurs qui se lancent. Comment tu as géré ça ? Déjà, il faut identifier le besoin, ensuite il faut trouver des profils. Oui, la première étape, je pense pour moi, ça a été de prendre conscience que je n'y arriverais pas seul et de déceler vraiment mes limites et les manques en fait. Une fois que ça a été fait, j'ai commencé à en parler largement autour de moi. J'ai bénéficié du soutien de la région Hauts-de-France via la structure HDFID qui organise régulièrement des rencontres entre porteurs de projets en quête d'associés et personnes souhaitant rejoindre un projet.
Et donc là, j'ai vu pas mal de monde. Notamment, moi, je cherchais à recruter une directrice opérationnelle pour l'entreprise, quelqu'un qui aurait pris de la hauteur sur l'ensemble des développements et des chantiers en cours et m'aurait aidé à financer la structure et à gérer le calendrier et les plannings des différents chantiers. Et donc j'ai rencontré pas mal de profils de personnes très intéressantes, de belles personnes très intéressantes. Et voilà, ça a pris du temps. J'ai mis plus de 6 mois avant de réussir à construire une équipe avec des difficultés. Il y a eu un associé avec lequel on était déjà très engagé, qui finalement a souhaité se retirer. Et donc avec un changement d'équilibre dans l'équipe. Et j'ai eu aussi beaucoup de chance avec une chouette rencontre de quelqu'un qui arrivait un peu sur la fin et qui est venu pour nous aider sur l'industrialisation avec un magnifique parcours dans le monde de l'industrie et qui nous a rejoint d'abord en prestation de services et ensuite en tant que cofondateur, associé très engagé à mes côtés et qui fait aussi la différence. Donc ça, pour moi, c'est décisif en fait. Trouver ses associés, c'est probablement aussi difficile que de trouver son marché et aussi difficile que de mettre au point sa technologie ou son service. Mais c'est tout aussi indispensable en fait. Voilà, donc ça, je pense que quelqu'un qui aurait envie d'innover tout seul, je ne suis pas sûr que si je le revois 2 ans plus tard, il a réussi, quoi. Il y a trop de choses à faire, c'est trop complexe et c'est trop lourd à porter en termes de charge mentale de devoir s'occuper de toutes les facettes. Donc c'est un vrai défi en soi que de s'entourer et de trouver les bonnes personnes, mais c'est vital pour le développement d'un projet. De toute façon, on le voit, hein. Moi je le vois sur les projets que j'accompagne, s'associer en moins de 6 mois, c'est quasiment impossible. Ça paraît fou quand on le dit, parce que finalement s'associer c'est qu'une rencontre et on se tape dans la main, mais en réalité c'est pas si simple. Il faut avoir le temps de vérifier que nos valeurs sont alignées, peut-être avoir le temps de se disputer une fois ou deux pour vérifier dans le cas de conflit comment ça se passe. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on sait vraiment à qui on a affaire. Et ça, vraiment, il faut être conscient de ça. S'associer est une nécessité, je te rejoins complètement, mais il faut à tout prix prendre le temps pour le faire. Après, il peut y avoir des bonnes surprises, parce que la personne dont tu parlais tout à l'heure, c'est Rémi, qui est aujourd'hui le directeur technique de Vebo, même plus que ça, et qui finalement, au départ, était venu juste en tant que prestataire, on peut le dire ainsi, s'est pris de passion pour le projet, et aujourd'hui est associé, a investi de l'argent, et aujourd'hui fait pleinement partie de l'équipe en tant que cofondateur. Donc il y a aussi des belles histoires à raconter. Oui, chacune de ces rencontres a été décisive en fait. Si on enlève un élément, un ingrédient, une rencontre, le projet ne marche plus. Donc là, Rémi en particulier, oui, c'est vrai qu'il est arrivé. C'était une belle rencontre et ça a changé beaucoup de choses. Ça nous a fait gagner en maturité, ça nous a fait gagner en qualité produit et ça nous a fait gagner aussi en vélocité, beaucoup plus rapide aujourd'hui qu'on ne l'était avant. Et la viabilité même du projet repose sur ces rencontres en fait. Là, on a bien parlé de l'étude de marché, on a bien parlé également de la partie produit. Le projet est finalement structuré, c'est le moment de se jeter à l'eau ou pas avec la création. C'était quoi le déclic pour toi de te dire, allez, il faut créer, on va chercher de l'argent et on fonce? Alors sur la création, en fait, moi, ce que j'avais mis en jalon indispensable, c'était l'association, trouver mes associés en fait. Il était hors de question que je crée sans avoir trouvé mes associés. Et pour le financement, en fait, j'avais identifié les partenaires avec lesquels j'avais envie de travailler, les dispositifs publics, parapublics avec lesquels, que j'espérais obtenir, solliciter pour obtenir des subventions, des financements. Mais le point de départ, c'était avant tout de dire j'ai trouvé des associés fiables, nous sommes complémentaires et ça va le faire. Moi, j'avais vraiment à cœur de ne pas porter toute la charge mentale du développement du projet, de pouvoir me focaliser sur un périmètre en particulier et de pouvoir lâcher prise complètement en faisant complètement confiance à mes associés. C'était ça le point de départ. Donc la création a été retardée jusqu'à ce que l'équipe soit au complet en fait. Et donc ça veut dire quoi concrètement ? Que nous avons créé
cette année, en avril 2024, l'entreprise, alors que nous aurions pu créer il y a près de 2 ans pour aller chercher des financements pour le développement produit, par exemple. Là, nous, on ne l'a pas fait dans cet ordre-là. Voilà, on a attendu que l'équipe soit prête et voilà. Donc il y a très peu de temps finalement entre la mise sur le marché du produit et la création de l'entreprise, puisqu'on a créé en avril 2024 et on va livrer début d'année 2025. Mais ça a été rendu possible par un travail de 2 ans de maturation, de prototypage, sans structure juridique pour porter l'activité. Le podcast s'appelle Entrepreneur Lambda. On parle donc pas de personnes qui partent avec des millions d'euros, ni de personnes qui reprennent une entreprise, mais bien des lambda qui décident de partir ex nihilo dans la création d'une entreprise en partant de rien. Le parcours de la création de Vebo a été très long, mais en réalité on se rend compte que c'est les durées classiques, 2, 3 ans avant de se dire qu'on se jette à l'eau vraiment pour structurer l'entreprise. En attendant, comment on mange, comment on se paie? Oui, alors ça c'est un vrai sujet, c'est important. J'ai bénéficié de pas mal de soutien, j'ai pu travailler aussi en pointillé. J'ai obtenu des financements qui m'ont permis de travailler sur le projet. Donc c'est tout un mélange en fait. Et j'ai bénéficié aussi du modèle social français. Moi je suis bien content aujourd'hui de payer des cotisations sur 6 fiches de paie pour l'entreprise parce que pendant mon parcours d'entrepreneur, j'ai eu une période de chômage et j'ai pu bénéficier du chômage pour entreprendre. Donc aujourd'hui, j'ai conscience qu'il est important pour moi de rendre ce que le système social français m'a donné en fait. Et donc là aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent pour la structure sont salariées. Voilà, donc j'ai eu une période comme ça de chômage. J'ai obtenu une subvention qui m'a permis, grâce au partenaire la Fabrique de l'Emploi, qui est partie prenante dans le développement de Vebo, de travailler pendant 9 mois en étant rémunéré, donc dans CDD en fait. Donc ça, c'était grâce à un financeur qui s'appelle Noractif, qui est à nos côtés encore maintenant. Donc j'ai eu des périodes de chômage, j'ai eu des périodes où j'étais en CDD avec des financements pour faire avancer le projet. Et puis aussi utiliser des économies que je pouvais avoir pour investir dans la boîte. J'ai aussi bénéficié de mécènes qui ont acheté il y a plus de 2 ans leur exemplaire et qui m'a permis de faire un peu d'achat de matières premières. Voilà, donc c'est tout un tissu de solutions. Dans le cadre de l'incubation, j'ai aussi bénéficié d'un financement régional qui a permis de payer des prestations de services dont j'avais besoin. Voilà, donc il faut, avant création, il y a quelques financements, pas beaucoup. Et là, c'était tout un tas de petites solutions qui ont permis de durer pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, cette période de maturation du projet, du produit, avant création. Ce qu'il faut retenir de tout ça, je pense, c'est que ce que tu as vécu est classique et qu'il ne faut pas tomber dans le piège de quitter son emploi actuel trop tôt, parce qu'une fois qu'on a quitté son emploi, un chronomètre se lance et à partir de là, que le projet soit prêt à devenir une entreprise ou pas, il va falloir retourner et travailler pour aller manger. Et ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut mieux pousser au maximum les choses en gardant son emploi, dans la limite bien sûr de ce qui est possible de faire, avant d'aller créer. Derrière arrive la question du financement. Tu sais que le but de ce podcast, c'est aussi d'expliquer comment monter un plan de financement. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière synthétique les différentes étapes qui t'ont emmené à boucler ton premier tour de table? Oui, alors c'est vrai que on parle souvent quand on entreprend du business plan, qui est finalement la grande partition économique du développement d'une entreprise. Et quand on démarre sa vie d'entrepreneur, on n'a pas forcément le bagage qui permet de le faire. Et finalement, en suivant des formations, notamment des formations financées par la région via HDFID, on apprend le b.a.-ba de ce business plan et si on y prend goût, ça finit par devenir amusant en fait. Parce que dedans, on va y retrouver toute la recette de cuisine de son développement,
et décomposer en coûts. Voilà. Donc il y a tout ce travail-là qui est très conséquent, qui est, je pense, souvent sous-estimé, parce que s'il fallait mettre bout à bout, je crois que j'ai au moins mis 2 mois à mettre au point le business plan, parce que derrière chaque case à remplir, il y a des questions métiers, il y a des réflexions, il y a des rencontres à faire pour être capable de répondre. Voilà. Et donc c'est finalement, tant qu'on n'a pas une vision assez claire de où l'on va, on ne peut pas le remplir. Donc ça nous fait avancer. Donc c'est un bon moyen de progresser dans le montage de sa structure. Une fois que ça a été au point, moi, j'avais à cœur de solliciter des partenaires dans la finance solidaire, puisque nous sommes une entreprise à mission qui s'inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire, et donc ne pas financer le projet n'importe comment. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est que ces partenaires financiers, donc la nef Nord-Actif, sont des structures qui sont à la fois très à l'écoute et très expérimentées. Et donc on peut aller les voir, leur présenter un peu ce que l'on veut faire et avoir un regard critique et bienveillant sur ce qu'on leur propose. Donc ça permet de muscler et d'améliorer sa proposition, son modèle. Donc évidemment, avec l'aide de l'incubateur, il y a aussi pas mal de choses qui peuvent avancer pour se structurer. Une fois que le business plan est monté, évidemment, dedans, on voit les ressources qu'il nous faut. En fait, on naisse la prise de conscience de l'argent qu'il faut mettre sur la table pour que ça puisse se développer et que ça fonctionne. Et toi, du coup, alors le besoin, il s'est élevé à combien pour ce premier tour de table? C'était 360 000 euros dont on avait besoin. Ça peut paraître un très gros montant comme ça, mais dans le monde de l'industrialisation et du développement produit, c'est au contraire très peu, en fait. Oui. Parce que les coûts pour industrialiser des pièces détachées sont tout de suite très élevés. Donc c'est un projet modeste du point de vue de l'investissement industriel. Et donc pour ça, il a fallu aller chercher tout un assemblage de différents dispositifs financiers, du prêt bancaire, du prêt d'honneur, de la subvention, des capitaux, des fonds propres que les associés ont amenés. Voilà, donc ça fait une assise. On a aussi bénéficié d'une valorisation de l'apport en nature et en industrie qui a permis de reconnaître le travail accompli pendant plus de 2 ans sur le projet, qui fait qu'aujourd'hui, en ayant mis 50 000 euros de fonds propres grâce aux associés qui se sont serrés les coudes et 50 000 euros de prêts d'honneur personnel, on est à quasiment 300 000 euros de capitaux grâce à la valorisation du temps de travail et des dépenses réalisées avant la création. Donc ça permet d'être très crédible sur le marché, vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des clients aussi, parce que l'entreprise a une valeur affichée qui est conséquente. Donc ça, certes, c'est pas ça qui garnit la trésorerie. La valorisation d'apport en nature n'a pas ramené 1 euro sur le compte bancaire de l'entreprise, mais elle signifie au monde que l'entreprise a de la valeur. Ensuite, on est venu solliciter des financements bancaires, donc auprès de la nef, auprès de Nord-Actif et une subvention auprès de la BPI pour ce premier tour de table. Moi, j'aime bien toujours comprendre vraiment la constitution fine de ce premier plan de financement. Pour commencer, donc, il y a eu de l'apport personnel. Vous, les cofondateurs, vous avez mis combien? Alors, les cofondateurs ont mis 35 000 euros et nous avons été rejoints par 4 clubs d'investisseurs privés qu'on appelle les cigales, qui rentrent dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qui ont apporté ensemble 15 000 euros. Donc là, votre première assiette de fonds propres, c'est 35 000 euros des fondateurs, et puis 15 000 euros de ce qu'on pourrait appeler des business angels qui sont réunis dans un club qui s'appelle les cigales, c'est bien ça, hein? Oui, voilà, donc ça fait 50 000 euros de capitaux en fonds propres. Ensuite, il y a la partie classique qui est la partie prêt d'honneur. Là-dessus, je crois que vous avez fait appel notamment à un organisme qui s'appelle Au-Défi, voilà, qui nous a fait confiance et qui nous a accordé un prêt d'honneur de 50 000 euros. Pour préciser ce qu'est Au-Défi, Au-Défi est donc un organisme de prêt d'honneur des Hauts-de-France, mais qui fait partie du réseau Initiative, donc qui est un réseau à échelle nationale. Ensuite, la BPI, qui intervient classiquement dans tous ces projets d'innovation, et on remercie la BPI qui est présente un peu dans toutes les strates de la vie économique.
oui, de 50 000 euros, Donc aide, faisabilité, innovation. qui correspond à une aide pour accomplir un travail de recherche et développement sur différents sujets clairement identifiés et qui va nous accompagner dans l'industrialisation et la mise sur le marché de la version 1 de notre produit. Donc pour expliquer ce qu'est l'AFI fonctionne de la même manière que la bourse French Tech, qu'on connaît aussi parfois dans le monde de la start-up. Et enfin, il y a d'interventions bancaires. Donc vous êtes allé voir plusieurs banques. Donc il y a Noractif qui nous a accordé un prêt de 100 000 euros et la Nef un prêt de 120 000 euros. Et donc ça, ces interventions bancaires sont arrivées parce que notamment Vebo s'intègre dans l'économie sociale et solidaire, c'est bien ça, hein? Alors ce sont des organismes prêteurs qui sélectionnent des projets dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc oui, on ne peut pas aller les voir si on fait un projet purement capitaliste qui n'a pas une mission avec des répercussions sur l'intérêt général ou l'écologie. Voilà. Donc il faut rentrer dans le champ de l'économie sociale et solidaire pour prétendre à ces financements-là. Donc nous y sommes de plein pied, hein, puisqu'on développe un produit qui est utile à la transition écologique, qui fait très attention aux ressources naturelles qu'il prélève pour fabriquer son produit et qui est aussi vertueux du point de vue du développement de l'emploi et notamment de l'emploi pour les plus fragiles et qui a en plus des règles de gouvernance partagée et une limitation de la rémunération des salariés au profit de la pérennité de la structure. Et toi, à titre vraiment personnel, tu as mis combien dans le projet ? 17 000 euros en capital et peut-être 5 000 euros en compte courant d'associés correspondant à des dépenses engagées, etc., qui ne seront pas remboursées tout de suite. Entre cet apport et aussi les prêts, parce qu'on a parlé de prêts bancaires, de prêts d'honneur, etc., quelle est ta vision de la prise de risque autour de ce projet ? Comment tu vis finalement cette prise de risque ? Pour moi, il était très important de ne pas faire prendre de risque à ma famille. Et donc l'ensemble des prêts bancaires ne se font sans garantie. Donc il y a des garanties tiers, mais pas une garantie personnelle. Donc pour le prêt d'honneur, c'est différent. Il y a un engagement personnel, donc là, avec un montage particulier. Mais voilà. C'était précieux pour moi de réussir à trouver comment engager l'avenir de la boîte avec des partenaires sans mettre en danger ma famille. Donc, parce que je travaille toutes les semaines de manière très conséquente pour la réussite du projet, j'y mets toute mon énergie pour que ça fonctionne. Mais si jamais ça devait ne pas marcher, je veux pas que ma famille ait une dette à payer, quoi. Donc ça peut être complexe puisque certains financeurs demandent des garanties personnelles systématiquement. Donc si vous avez un patrimoine conséquent, c'est peut-être pas un problème, mais si vous n'avez pas de patrimoine, ça peut être dramatique, en fait. Cette question de gestion des risques ne doit pas être tabou et je vous invite vraiment tous qui montez des plans de financement à en parler avec vos financeurs. C'est un sujet qui est à aborder autant que les conditions d'octroi des différentes subventions, des prêts, etc. C'est vraiment vital. On a abordé quelques modes de financement. Pour ceux qui seraient intéressés par ce sujet-là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site d'Entrepreneur Lambda où on décrypte un petit peu tous ces moyens de financement. Et on a conçu une super calculatrice qui permet notamment de jouer avec ces divers effets de levier. Le passage des fonds propres, l'intervention des prêts d'honneur, l'intervention de la BPI, etc. etc. N'hésitez pas pour comprendre ce qu'a pu faire notamment Vebo et Vincent dans le cadre de ce plan de financement. Là, ça y est, l'entreprise est financée. Aujourd'hui, c'est quoi votre roadmap, c'est quoi votre feuille de route pour les 12-18 mois à venir ? Eh bien, là, nous sommes en phase d'industrialisation. On reçoit chaque semaine des pièces détachées à assembler pour notre produit. Donc en septembre, on va assembler une pré-série, une vingtaine d'exemplaires de pré-série qui vont tourner pendant plusieurs mois dans le cadre d'une campagne de bêta-test auprès de panels d'utilisateurs très variés sur 2 territoires. Et l'on va utiliser cette campagne de bêta-test pour identifier
tout ce qui fonctionne très bien, tout ce qui mérite d'être amélioré, et travailler aux améliorations. Et ensuite, on lancera des commandes complémentaires pour des outils industriels, pour changer de mode de fabrication de certaines pièces, notamment les pièces en matière plastique qui nécessitent un outillage industriel conséquent. Et en mars, on commercialisera notre première version de produit améliorée suite aux remarques de la campagne de bêta-test. Voilà, donc ça c'est pour la sortie du premier produit, donc qui est en pré-vente actuellement mais qui arrivera début 2025. Ensuite, on optimise l'outil de production pour être capable de monter en cadence. Et on travaillera dans quelques temps sur une version 2. Donc là, c'est fin 2025. On lancera un chantier de recherche et développement de la version 2 qui est tout à fait compatible avec la version 1. C'est-à-dire que ceux qui auront acheté la version 1 pourront passer à la version 2 en changeant un composant. Et cette version 2 offre de nouvelles fonctionnalités intéressantes et permettent notamment de rémunérer les usagers de notre produit pour l'effort qu'ils font. Donc ça, on en parlera dans quelques temps. Mais voilà. Donc on a cette stratégie de mise sur le marché d'un premier produit et d'un deuxième qui arrive quelques temps plus tard, qui est très compatible avec le premier. Il y a juste une pièce à changer. Et voilà, donc on évite le gâchis aussi avec ce mode opératoire qui permet les montées de version sans gâchis. Ensuite, on est en train de réfléchir à la sortie d'accessoires et d'autres gammes de produits, mais ça va dépendre un peu de l'accueil du grand public pour notre produit et des volumes de vente dans les mois qui viennent. Et votre prochaine levée de fonds, elle arrivera quand ? Alors, on sollicitera probablement un troisième partenaire bancaire fin 2024, mais la levée de fonds à proprement parler devrait arriver fin 2025 pour nous permettre d'accélérer. Donc là, on y travaille déjà, c'est-à-dire que ça a beau être dans plus d'1 an, on est déjà en train d'identifier des partenaires avec qui on va pouvoir le faire, des structures qui pourraient nous aider à préparer la levée de fonds, mais aussi des fonds. Donc avec une petite particularité, c'est comme on s'inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire, il y a certains dispositifs auxquels on peut prétendre, et donc on creuse un peu toutes ces questions, les opportunités possibles, les assemblages, parce que quand on prépare une levée de fonds, on peut bénéficier aussi de certains financements publics complémentaires. Donc c'est toute une équation assez complexe à organiser et ça s'anticipe, puisque plus il y a d'acteurs, plus c'est chronophage. Et donc là, on y pense dès maintenant pour y travailler très certainement dès début 2025 concrètement, avec des montages de dossiers, des rencontres dès le début de l'année prochaine. De toute façon, une bonne levée de fonds, on le sait, c'est 9 à 12 mois pour bien la préparer. Voilà, donc cette levée de fonds, elle nous permettra d'accélérer, a priori d'aller chercher des marchés dans d'autres pays, puisque là, on est déjà en capacité de livrer la Belgique, mais il y a encore plein de choses à faire ailleurs, et d'avancer dans nos travaux aussi de recherche et développement pour cette version 2 qui permet de rémunérer les efforts de nos clients. On parlait de recherche de fonds. Qui dit recherche de fonds dit souvent pitch. Je ne peux pas te laisser passer sans que tu nous parles quand même de la petite anecdote qui t'était arrivée, qui je pense peut servir aux gens qui nous écoutent concernant les pitchs, notamment les pitchs en visio. Oui, alors là, c'était pendant le Covid, donc on était à distance, on ne pouvait pas se retrouver physiquement. Et c'est un exercice que je ne maîtrisais pas du tout, donc je me suis retrouvé à présenter devant un jury le projet et en enchaînant les slides d'une présentation et en calquant sur la présentation un discours préparé à l'avance. Donc quand on réalise ce type de prestation devant un jury, on a bien répété, on est dynamique, on se déplace sur la scène, etc. On s'adresse aux gens, on les regarde. Mais là, j'avais un écran, j'avais une caméra et j'avais mon clavier, puis je passais les slides les uns derrière les autres. De l'autre côté de la caméra, il y avait une vingtaine de personnes qui étaient en train de me regarder. Et ce que je n'avais pas compris, c'est que je projetais l'écran, mais qu'ils avaient quand même une vignette avec la vidéo de mon visage en train de parler, en fait. Et moi, comme j'avais pas de retour et que j'avais l'impression qu'ils ne voyaient que mes écrans, je regardais pas du tout la caméra, j'étais en train de lire mes notes, je regardais à droite, à gauche, donc pas du tout concentré sur la caméra,
pensant que personne n'avait l'image, quoi. Donc voilà, donc j'ai su après coup que c'était catastrophique parce qu'on me voyait, certes énoncer les propos qui allaient avec les slides, mais voilà. Donc ça c'est un souvenir de l'époque Covid, d'un passage devant un jury pour de la levée de fonds qui s'est fait dans des conditions un peu particulières. Donc voilà, une petite anecdote sur cette époque révolue. Et moi, j'ai vécu cette même anecdote de l'autre côté, puisque en tant qu'accompagnant, je participe à ce jury sans pouvoir voter. Et j'ai passé en fait tout le pitch à harceler Vincent de SMS pour lui dire s'il te plaît, regarde la caméra, regarde la caméra. Ce qui est vraiment terrible dans cette histoire, même si on peut rigoler aujourd'hui, c'est que c'était un système de notation avec un barème, et si on passait 80%, tu pouvait avoir l'assiette totale que tu avais demandé. Et finalement, tu as obtenu 79 et quelques pourcents. Et on le sait, ça vient de là. C'est-à-dire que les gens trouvaient Vincent un petit peu triste lors de son pitch. Et c'est bien normal, tu ne regardais personne. Et au final, donc, ce problème de caméra t'a coûté 10 000 euros, on peut le dire. Ce qui est, alors dit comme ça, c'est un peu terrible. Bon, heureusement, tu es arrivé à outrepasser ces problèmes après. Tu as trouvé d'autres financements. Mais donc, même en visio, regardons la caméra. Et voilà, donc c'est un souvenir. Après, j'en ai pas... Je n'ai pas gardé rancœur du tout, mais c'est vrai que c'est un bel apprentissage de ce que vous voyez à l'écran n'est pas forcément ce que vos interlocuteurs voient. On arrive bientôt à la fin de cet épisode, mais j'ai encore quelques questions à te poser, notamment une pour prendre un petit peu de hauteur, sortir du cadre, mais quand je te vois finalement, et c'était le cas dans toute ta carrière, tu t'es battu quotidiennement pour tes valeurs, pour faire du bien à la planète, aux autres, etc. Est-ce que des fois c'est pas un peu épuisant dans notre monde qui des fois va pas, on peut le dire, va peut-être pas forcément dans le bon sens, alors c'est subjectif ce que je dis là, mais en tout cas est-ce que c'est pas épuisant de te battre constamment? Est-ce que des fois tu te lèves pas le matin en te disant allez c'est pas grave, je vais me remettre dans le sens du courant, je vais pas m'embêter? Je me souviens de l'époque où j'étais salarié, je me souviens de l'époque où j'étais salarié sur des gros projets à responsabilité. Et quand je me projette dans ce que je ressentais à l'époque, j'ai l'impression que c'était une période de vacances, en fait. C'est-à-dire que je n'avais pas à réussir le développement d'une entreprise qui emploie des gens et qui leur ramène chaque fin de mois une fiche de paie et un salaire, en fait. Et je ne devais pas satisfaire des tas d'acteurs et partenaires autour, etc. Et donc, ce n'est pas la voie de la facilité du tout. Et voilà, donc si un jour je dois retourner en salariat, je ne vois pas pourquoi, mais bon, bah, je pense que je le vivrai très confortablement du point de vue du rythme de travail. Là, aujourd'hui, moi, je reste persuadé que ma place est dans l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat à la marge, celui qui fait bouger les lignes et qui aide le modèle à changer pour devenir durable et sain pour les hommes et pour l'environnement. Donc j'imagine pas que ma place puisse être ailleurs. Après, je sais que le chemin que j'ai choisi est pas le plus simple pour moi et par rebond aussi pour ma famille. Voilà. Si tu devais retenir un apprentissage de tout ce parcours, et notamment la création de Vebo, ça serait quoi? Ce que je retiens de ce développement, c'est que pour réussir le lancement d'une boîte, eh bien, c'est pas une activité solitaire, ça se fait en collectif, à minima avec des associés, en parlant volontiers de son projet, dans une logique d'ouverture, et qu'il faut multiplier comme ça les rencontres, être dans une belle posture d'accueil de ce que l'on peut nous dire, pour aller au bout de quelque chose qui est viable, faisable et financé en fait. Voilà, ça c'est ce que je pourrais retenir, et ça tombe bien, parce que comme j'aime les gens, finalement me dire que c'est avec eux et grâce à eux que tout ça est possible, je suis très heureux de ce constat, quoi. Ne pas avoir peur de l'ouverture et bien dialoguer pour avancer loin, quoi. Bah, c'est ça, parce que souvent on croise la route d'entrepreneurs qui ont peur de se faire piquer leur idée. Ces entrepreneurs que j'ai croisés, là j'ai presque 50 ans, je les ai jamais revus à la tête d'une boîte qui avait réalisé leur rêve, quoi. Voilà, donc ça existe sûrement, hein. Il y a tous les profils. Mais en général, ceux qui ne partagent pas, ils ne sortiront pas le projet. Voilà. Il faut savoir lâcher un peu prise et partager son développement, partager la charge de travail, partager les responsabilités, partager donc les réussites et la richesse dégagée par le projet, quoi.
Voilà. C'est ma manière de voir les choses. Nous ne pouvons pas réussir individuellement. Il faut forcément s'associer, encore plus pour affronter les défis de la transition. Là, le grand jalon qui attend Vebo, c'est la mise sur le marché qui arrive dans quelques mois. Tu dois être très excité en même temps, c'est fébrile aussi à l'idée de lâcher tous ces bébés dans la nature. Oui, alors pour l'instant, comme nous sommes en pré-vente sur le site, il y a déjà des résultats très, très significatifs et encourageants, donc on est confiant, il n'y a pas de problème. Après, le produit a déjà plusieurs milliers de kilomètres dans les pattes et fonctionne bien, donc on est confiant aussi sur le produit. Et la campagne de bêta va nous confirmer que tout va bien, avec peut-être l'identification de quelques éléments à améliorer, mais on a calé le temps pour le faire. Donc on est plutôt confiant et l'équipe est sérieuse et engagée, donc je n'ai pas de doute quant à la satisfaction de nos clients quand ils recevront leur bébé. On se revoit dans quelques mois alors pour tester Vebo ? Oui, volontiers. Merci Steven. Merci Vincent, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Spotify, Apple Podcast ou Deezer pour être informé de l'arrivée de nouveaux épisodes. Et si vous désirez nous donner un coup de pouce, laissez-nous un petit commentaire et parlez-en autour de vous, cela nous aiderait énormément. Si vous désirez retrouver quelques astuces entrepreneurs, allez faire un tour sur notre site entrepreneurlambda.fr que je tâcherai de compléter au gré des épisodes. À très bientôt!